Hippias mineur de Platon, introduction et notes et traduction par Maurice Croiset suite. Introduction suite, la vie de Platon suite. Premier séjour en Sicile. Vers 388, la guerre touchait à sa fin. Les hostilités étaient à peu près suspendues en fait. Platon se résolut à voyager de nouveau. L'intérêt qu'il prenait alors aux doctrines pythagoriciennes et orphiques s'était manifesté dans le Gorgias et dans le Ménon. Ce fut probablement le motif principal qui lui inspira le désir de visiter l'Italie méridionale et la Grande Grèce. En ce temps, l'illustre pythagoricien Archytas, homme d'État, général et savant remarquable, était à la tête de la République de Tarente. Platon alla le voir et des relations d'amitié s'établirent entre eux. Cependant, sa renommée était parvenue à la cour de Denis, qui régnait à Syracuse. Invité par lui, le philosophe athénien passa d'Italie en Sicile. Il n'eut pas à s'en féliciter. S'il gagna l'admiration et l'amitié du jeune Dion, beau-frère et gendre de Denis, il ne tarda pas à déplaire au tyran, soit en raison de ses enseignements mêmes, soit à cause de l'influence qu'il prenait dans son entourage. Par ses ordres, il fut arrêté et remis au capitaine d'un vaisseau lacédémonien. Cet homme, nommé Polis, le transporta dans l'île d'Égine, alors soumise à Sparte, et le fit vendre là comme esclave sur le marché. Fondation de l'Académie. Racheté heureusement par un homme de Cyrène, nommé Anichéris, et remis aussitôt en liberté, il put rentrer sain et sauf à Athènes. C'était le temps où se négociait le traité d'Antalkidas, qui allait mettre fin à une guerre de 8 ans. De nouveau, on se tournait vers les occupations de la paix. Les relations entre les États grecs allaient redevenir normales. Le moment parut favorable à Platon pour mettre à exécution une idée qui sans doute hantait depuis longtemps son esprit et dont la réalisation était rendue facile par sa renommée croissante. Il se résolut à ouvrir une école de philosophie et il fonda l'Académie en 387. Il l'établit aux portes d'Athènes, près du bourg de Colonne, dans le voisinage immédiat d'un gymnase alors fréquenté. Un jardin, un lieu de réunion, un sanctuaire des muses et sans doute une bibliothèque, peut-être aussi une maison d'habitation, en furent les parties essentielles. Ce fut là qu'il enseigna pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. Sur cet enseignement même, nous n'avons guère de témoignages précis. Nous savons du moins qu'il eut pour auditeurs non seulement des Athéniens, mais des Grecs des îles de la Thrace, d'Asie mineure, et même quelques femmes éprises de savoir. Plusieurs de ses disciples ont des noms illustres. On compta parmi eux Speusippe, Xénocrate, Aristote, Eudoxe de Cnide, pour ne citer que les plus connus. Dans un tel milieu, l'activité intellectuelle ne pouvait être que vive. Aux exposés du maître s'ajoutaient nécessairement des discussions, d'où jaillissaient des idées nouvelles. Les sujets difficiles étaient souvent repris en des entretiens multiples et prolongés. Si les dialogues composés alors par Platon ne nous en donnent pas une image absolument exacte, ce qui était impossible, ils peuvent tout au moins nous aider à nous en faire une idée. Suite des dialogues. Au début de cette période, on peut rapporter le Phédon, le banquet, le Phèdre, tout inspiré encore des idées pythagoriciennes et orphiques. Le Phèdre a même le caractère d'une sorte de manifeste de l'école nouvelle, affirmant sa valeur éducative en opposition aux écoles de rhétorique contemporaines. Un peu plus tard, se place naturellement la composition de la République, l'œuvre capitale de ce temps, dans laquelle Platon a condensé ses idées sur la morale, sur la métaphysique, sur la politique, en un mot, sa philosophie tout entière, telle du moins qu'elle avait alors pris corps dans son esprit. Un tel ouvrage n'a pu être écrit ni publié en peu de temps. Longuement élaboré, il n'a dû s'achever qu'en plusieurs années.
il a pu être passagèrement interrompu pour d'autres travaux. C'est pourquoi rien ne paraît s'opposer à ce que certains dialogues, tels que le Ménexène, le Cratyle, le Tidème, peut-être même le Philèbe, soient rapportés à divers moments de cette période, qui s'étend approximativement de 380 à 367. Elle marque le plus beau moment de la vie de Platon, l'apogée de son génie. Second séjour en Sicile. La date de 367 est celle d'un second voyage en Sicile, voyage entrepris avec les plus belles espérances et terminé malheureusement. Denis Ier venait de mourir. Son fils, le jeune Denis II, lui succédait. Il semblait être encore docile à l'influence de son beau-frère Dion, l'ami fidèle du grand philosophe. Platon, dans tout l'éclat de sa renommée, se vit appeler à la cour du jeune prince comme ami, comme conseiller. Il s'y rendit avec les dispositions d'un réformateur. L'accueil fut magnifique, mais la désillusion rapide. Denis, en devenant le maître, avait pris le goût du pouvoir absolu. Il n'entendait être ni réformé, ni même conseillé indiscrètement. Bientôt, cédant aux suggestions de ses conseillers, il exilait Dion. Platon était gardé à vue, perdait toute influence. Il dut s'estimer heureux d'être autorisé enfin à quitter Syracuse. Les dialogues métaphysiques. Revenu à Athènes, il y reprit son enseignement et y publia de nouveaux dialogues. C'est à cette période, entre 367 et 361, qu'on peut rapporter avec le plus de vraisemblance le Théétète, le Sophiste, le Politique, le Parménide. Il s'y montre avant tout dialecticien subtil. La préoccupation métaphysique prédomine alors en lui sur la préoccupation morale. Examinons de près sa théorie des idées, dans laquelle il avait réalisé sa conception de l'être immuable dès le temps du Phédon, du Banquet, du Phèdre et de la République, il la soumet à une révision critique, comme si autour de lui il avait entendu se produire des objections sérieuses. Une certaine sécheresse se fait sentir dans les œuvres de ce temps, et sans doute elle tient principalement à la nature même des sujets, mais peut-être faut-il imputer aussi à un certain déclin des facultés inventives et créatrices qui avaient brillé dans les grandes œuvres de la période précédente. Troisième séjour en Sicile. En 361, nouvelle interruption. Pour la troisième fois, Platon se rend en Sicile. Il y va cette fois pour remplir un devoir d'amitié. C'était Denis lui-même qui le rappelait instamment en lui laissant espérer que s'il venait, il se réconcilierait avec Dion par son intermédiaire. Probablement le tyran, qui se piquait de littérature, tenait à réunir autour de lui pour orner sa cour les hommes qui étaient alors le plus en vue. Comme la première fois, l'accueil fut des plus flatteurs. Un cercle philosophique fut formé à Syracuse. Mais Denis remettait toujours l'exécution de ses promesses en ce qui concernait Dion. Platon se crut en devoir de les lui rappeler d'une manière de plus en plus pressante. Ces instances éveillèrent les appréhensions du tyran, toujours prêt à soupçonner Dion et ses amis de mauvais desseins. À la fin, le philosophe se vit de nouveau privé de sa liberté, confié même aux satellites de la tyrannie, qui ne dissimulaient pas leur malveillance. Sa vie était en danger. Peut-être eût-il péri secrètement sans l'intervention énergique de son ami Archytas de Tarente, qui l'envoya chercher sur un vaisseau à lui et grâce auquel il put rentrer sain et sauf dans son pays. Dernières années et dernier dialogue. Guéri sans doute de sa confiance excessive, il ne semble pas avoir de nouveau quitté Athènes. Pendant les 13 dernières années de sa vie, de 360 à 347, il vécut dans l'académie,
jouissant du respect et de l'admiration de ses disciples. Malgré son grand âge, il continuait à étudier et à écrire. C'est à ce temps qu'on peut rapporter le Timée, résumé de sa philosophie de la nature, le Critias qu'il laissa inachevé, les lois enfin, auxquelles la mort l'empêcha de mettre la dernière main. Cette glorieuse vie de 80 ans se termina donc paisiblement en 347. Elle avait été en somme consacrée tout entière à la philosophie. En mourant, Platon laissait une école destinée à se perpétuer, non sans transformation il est vrai, à travers toute l'Antiquité. Il laissait aussi une œuvre magnifique, véritable trésor de pensée, dont l'influence a été vraiment incomparable et n'a même pas cessé de se faire sentir jusqu'à nos jours.